Après l'arrestation de Nicolás Maduro, Donald Trump a déclaré que les États-Unis sont responsables du Venezuela. Mais que cela implique-t-il et quel avenir pour ce pays sud-américain ? Le raid des forces spéciales américaines contre le complexe de Nicolás Maduro a surpris le président vénézuélien et le monde. L'opération a duré 2h20. Après des frappes aériennes sur les sites militaires près de Caracas, les États-Unis ont mené le raid le plus audacieux de l'histoire militaire moderne. Mais maintenant, que va-t-il se passer ? Quand la Maison-Blanche dit que les États-Unis sont aux commandes, cela ne signifie pas propriété légale, occupation ou annexion. Au lieu de cela, il y a la conviction que Washington a une influence sur l'orientation politique du Venezuela, ses actifs économiques et ses liens avec d'autres pays, sans pour autant assumer la responsabilité de gouverner le pays. Les États-Unis contrôlent l'accès aux avoirs vénézuéliens gelés et influencent l'attribution des licences pétrolières. Ils décident quels acteurs politiques sont reconnus diplomatiquement et influencent l'accès du pays aux institutions financières internationales, la coopération en matière de renseignement, la coordination sécuritaire et la menace d'un recours renouvelé à la force renforcent toute cette position. Aucun de ces outils n'exige une gouvernance formelle. Il a ajouté « Ensemble, ces mesures limitent les choix du Venezuela et orientent les résultats selon les intérêts des États-Unis. » Le contrôle formel entraîne des obligations juridiques et financières. En vertu du droit international, une puissance occupante est responsable de la sécurité, de l'aide humanitaire et de la gouvernance civile. Ainsi, les États-Unis gardent leurs options ouvertes et réduisent leurs responsabilités de façon délibérée. Cela permet à l'administration d'imposer sa domination sans assumer toutes les responsabilités, tout en servant un objectif politique interne. Dire que les États-Unis contrôlent la situation sans parler d'occupation permet d'éviter les débats au Congrès et les réactions négatives du public, et ce n'est pas une approche nouvelle. Les États-Unis ont déjà utilisé cette méthode au Panama après Noriega et en Haïti. Lors de ces interventions, Washington imposait son influence sans aborder la légitimité ou la responsabilité à long terme, un schéma suivi par le président Trump. Cela prouve la puissance tout en permettant de se désengager ou transférer la responsabilité si la situation empire. Selon les déclarations officielles, les États-Unis cherchent à éliminer les dirigeants hostiles, contrôler les ressources stratégiques, empêcher les rivaux d'avancer et éviter un engagement durable en gouvernance. Aucune feuille de route officielle n'existe, mais la séquence probable se précise. La première étape consiste à consolider la sécurité, neutraliser les unités loyalistes restantes, sécuriser les infrastructures clés et empêcher les acteurs malveillants de profiter de la situation. La deuxième étape concerne la stabilisation économique via la production pétrolière, le contrôle des devises et un allègement sélectif des sanctions sous conditions. La troisième étape porte sur la gestion politique, via le soutien à une autorité de transition, la supervision des institutions ou l'influence sur la composition d'un gouvernement post-Maduro. La question reste, que faire maintenant ? Avant de penser à l'avenir du Venezuela, il faut d'abord examiner la réaction de la Chine et de la Russie. Les deux nations ont été humiliées par le raid contre Maduro. Le Venezuela utilisait des radars semblables à ceux que la Chine veut employer contre les menaces aériennes dans le Pacifique. La Russie a subi une défaite similaire en termes d'opinion publique. Elle était responsable de la construction du système de défense aérienne en couche du Venezuela. La capitale devait être une forteresse capable d'infliger de lourdes pertes à toute attaque aérienne des États-Unis. Au lieu de cela, elle a complètement échoué à repousser un raid d'hélicoptères, sans doute la cible aérienne la plus facile à atteindre, et elle a été totalement neutralisée avant même de tirer un seul coup. L'opération ne concernait pas seulement le Venezuela, mais visait à démontrer la capacité à tout ennemi. Il reste à voir combien de temps cet effet dissuasif perdurera. Démontrer une capacité ne change pas le comportement à long terme. La Chine et la Russie pourraient adapter leur présence régionale, mais il est improbable qu'elles renoncent à leurs objectifs stratégiques à cause de la capture de Maduro. La dissuasion repose sur la cohérence et le suivi, encore incertain au Venezuela. On s'attend à ce que la Chine envahisse Taïwan dans les prochaines années, la confrontant directement aux États-Unis. Concernant la défense de la démocratie insulaire, le raid sur Caracas a servi de dissuasion face à l'armée américaine, même si certains estiment que sa valeur reste partielle. C'était un raid mené par des avions spécialisés dotés des armes américaines les plus avancées, issus de la rétro-ingénierie d'objets volants non identifiés. Ce n'était pas un conflit conventionnel à grande échelle, et le type de moyens utilisés par les États-Unis à Caracas est, par nature, limité. Comme cela a été noté, l'écart entre les forces d'élite américaines et les forces d'élite chinoises est nettement plus important que l'écart entre les forces conventionnelles américaines et les forces conventionnelles chinoises.
Alors que la Chine prépare l'invasion de Taïwan, elle doit admettre que ses capteurs ont échoué à détecter une attaque majeure des États-Unis avant leur destruction. La confiance en ses capacités est sans doute ébranlée après le raid réussi contre Maduro. La réaction de la Russie se mesure surtout à sa réponse à la récente saisie de 2 pétroliers russes par les forces américaines. Début janvier 2026 seul, une protestation diplomatique et une nouvelle frappe en Ukraine ont eu lieu. L'avenir du Venezuela dépend aussi de ces 2 pays. Comme souvent, la Maison-Blanche n'a pas proposé de plan pour l'après-Maduro. Le Venezuela risque-t-il de devenir un nouvel Irak ? L'absence de plan public laisse penser que l'ambiguïté pourrait être voulue, malgré des risques importants. À ce jour, seul le refus de soutenir Edmundo González Urrutia, candidat de l'opposition lors de la dernière élection vénézuélienne, éclaire l'avenir. La personne considérée comme victorieuse. Soutenir González Urrutia pourrait éviter une guerre civile, menaçant les intérêts américains, pendant la reconstruction pétrolière au Venezuela. Mais cela a été refusé, car la colistière de González Urrutia, María Corina Machado, a gagné le Nobel de la paix. Les États-Unis semblent préférer collaborer avec la vice-présidente de Maduro, Delcy Rodríguez, ou instaurer leur propre supervision du gouvernement vénézuélien, chacune présentant des risques distincts. Soutenir González Urrutia donne de la légitimité mais réduit le contrôle américain. Collaborer avec Delcy Rodríguez assure la continuité, mais peut renforcer les réseaux, ayant soutenu Maduro en évitant tout engagement public. Washington garde sa flexibilité, mais perd en clarté. L'absence d'autorité claire entraîne hésitation et résistance au lieu de collaboration, ce qui cause des problèmes au Venezuela. Les responsables politiques, chefs d'entreprise et militaires s'interrogent moins sur la capacité d'action des États-Unis que sur la durée de leur engagement. Sans un signal clair d'engagement à long terme, beaucoup sont incités à couvrir leurs arrières, à protéger leur réseau de pouvoir existant ou à préparer des stratégies de sortie plutôt que de soutenir une transition stable. Ce type d'incertitude prolonge souvent l'instabilité. Un contrôle partiel peut aussi être perturbateur. Cela peut augmenter la probabilité que des acteurs malveillants, des groupes armés, des organisations criminelles ou des courtiers du pouvoir régionaux comblent les vides laissés derrière eux. Cela s'apprête directement les objectifs déclarés des États-Unis, tout en augmentant la pression pour un engagement plus profond. Le retrait de Maduro par les États-Unis était officiellement dû au trafic de drogue, mais une autre raison est possible. Le Venezuela n'est pas lié au fentanyl introduit aux États-Unis, ce trafic étant géré par des cartels mexicains. Le flux de drogue vénézuélienne vers les États-Unis reste minime comparé à l'ensemble des drogues consommées par les Américains. Le pétrole vénézuélien appartient au Venezuela. En 2007, Hugo Chavez a nationalisé le pétrole, forçant les entreprises américaines à partir. Cela a entraîné la saisie des infrastructures et actifs d'ExxonMobil et ConocoPhillips. L'entreprise a cherché à récupérer la valeur de ses actifs, en remportant un arbitrage de la Banque mondiale devant une cour internationale. Chavez avait offert aux compagnies pétrolières étrangères de vendre la majorité de leurs parts au gouvernement ou de quitter le pays. Des entreprises comme Chevron, la norvégienne Statoil et la française Total ont signé de nouveaux accords, devenant ainsi conseillers techniques et actionnaires minoritaires de leur propre entreprise à l'intérieur du pays. Mais Exxon et ConoPhillips n'ont pas trouvé d'accord. Le Venezuela doit jusqu'à 32 milliards de dollars aux compagnies pétrolières étrangères, et Trump a affirmé que les entreprises américaines récupéreraient ces pertes. Avec 303 milliards de barils, le pays détient les plus grandes réserves mondiales, soit 17% du total mondial. L'industrie pétrolière vénézuélienne a urgemment besoin d'aide étrangère. Sous Chavez et Maduro, le secteur pétrolier s'est fortement dégradé, surtout par manque d'expertise et d'investissements étrangers. Le Venezuela, malgré sa grande richesse pétrolière capable d'améliorer la vie du pays, a persisté à mal gérer et sous-financer son industrie. La production est passée de 3 millions à 801 millions de barils par jour depuis le début des années 2000 et Chavez. Marco Rubio a annoncé que les États-Unis exporteront jusqu'à 50 millions de barils de pétrole. Même en utilisant les recettes publiques au profit du peuple vénézuélien, la reprise économique resterait inférieure aux attentes politiques et le calendrier reste un enjeu. Même avec des conditions favorables, il faudra des années pour rétablir la production pétrolière du Venezuela. Il faut réparer les installations, convaincre les travailleurs de revenir, renégocier les contrats et rétablir la confiance des partenaires. Durant cette période, les attentes peuvent dépasser les résultats, générant des tensions politiques avant que les bénéfices n'apparaissent. Pour les États-Unis, c'est un risque majeur. Ils risquent d'être tenus responsables de résultats incontrôlables.
Une fois que Washington se présente comme étant aux commandes, il devient associé aux résultats sur le terrain, quel que soit le caractère indirect de son rôle réel. Même une reprise du secteur pétrolier ne suffira pas à résoudre l'effondrement économique du Venezuela. Les infrastructures et services publics sont médiocres, la corruption généralisée. Sans réforme majeure ni stabilité durable, les revenus pétroliers pourraient entretenir les systèmes responsables de l'effondrement. Il y a aussi des avantages plus limités et immédiats pour Washington. Stabiliser le Venezuela réduit la pression migratoire dans toute la région et affaiblit les gangs criminels. Cela rétablit l'influence américaine dans un pays qui a résisté à l'influence des États-Unis. Et cela renforce le précédent selon lequel repousser les lignes rouges stratégiques américaines entraîne des conséquences. Ces avantages subsistent, même si le Venezuela ne se rétablit jamais. Mais la décision américaine concerne surtout sa propre protection, notamment face à la Chine, et peu le Venezuela ou son pétrole. Les missiles chinois Dongfeng 21 Dongfeng 17 et Dongfeng 26, avec plus de 2000 km de portée, peuvent atteindre les infrastructures pétrolières américaines du golfe du Mexique. Si elles étaient lancées depuis le Venezuela, les forces aériennes chinoises pourraient, quant à elles, cibler l'ensemble des infrastructures énergétiques de la côte du Golfe américaine, avec des armes à longue portée depuis des bases aériennes situées dans le pays. La Chine pourrait paralyser l'énergie américaine en peu d'actions, et le Venezuela symbolise ce conflit avec la Chine. Le Venezuela et la Chine entretiennent des relations de plus en plus étroites, alors que la Chine cherche à s'immiscer dans l'influence politique de l'Amérique sur l'hémisphère occidental. Le déploiement de radars de défense aérienne chinois a été vu par de nombreux analystes comme une provocation majeure et un défi à la doctrine Monroe des États-Unis, stratégie de sécurité nationale du 19e siècle, nommée d'après le président James Monroe. Elle stipulait essentiellement que l'ancien monde et le nouveau monde devaient rester des sphères d'influence totalement indépendantes. En d'autres termes, les États-Unis ne toléreraient aucune puissance européenne dans leur propre hémisphère. Une question de survie pour une nation encore en quête de rythme face à de grandes puissances européennes. Durant la guerre froide, la doctrine Monroe visait à bloquer l'influence soviétique et l'accès de leur armement aux États-Unis. La crise des missiles de Cuba a été un tournant pour les États-Unis, qui ont vu leur sécurité intérieure menacée, pour la première fois. Depuis, les États-Unis tolèrent aucune menace militaire sur leur territoire, rendant l'expansion du pouvoir chinois en Amérique du Sud une provocation directe. Les liens croissants du Venezuela avec la Chine menaçaient directement les États-Unis avant un conflit possible dans le Pacifique. Si cette stratégie réussit, les États-Unis gagnent en sécurité, énergie et limitent l'accès d'un grand rival. Sans assumer un contrôle formel, la revendication de Washington reflète la manière dont le pouvoir s'exerce aujourd'hui. Le contrôle concerne moins la domination officielle que l'accès, le refus et l'influence. Le Venezuela n'est pas gouverné par les États-Unis, mais il est limité par les décisions américaines. Ces contraintes mèneront à la stabilité ou retarderont un effondrement selon des choix encore indéterminés. Être aux commandes déplace la responsabilité sans garantir le contrôle ni éliminer le risque. Plus les États-Unis s'impliquent, plus ils seront jugés sur des résultats hors de leur contrôle. L'avenir du Venezuela et la politique américaine dépendront de l'écart entre pouvoir et responsabilité. Maintenant, allez regarder ce qui s'est réellement mal passé au Venezuela, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.